La Bavière. Des paysages diversifiés et des perspectives insoupçonnées. Les hommes et les femmes qui vivent ici possèdent un savoir-faire vieux de plusieurs siècles qui continue d'inspirer des artistes du monde entier. Ils se battent pour la survie d'espèces menacées et déchiffrent les secrets du passé. Leur enthousiasme est communicatif et ils rendent la culture accessible au plus grand nombre. La Bavière, si familière et pourtant insolite. Marco Eurich a consacré sa vie à la sauvegarde du lynx. Dans le parc national de la forêt de Bavière, il travaille avec ses collègues à un projet transfrontalier, même quand il fait moins 17 degrés. Grâce à des techniques de pointe, il tente de repérer les animaux. Mortality Signal, le signal de décès. Il leur indique la direction. 5-4, 2-3-0-4-3. Le signal se trouve à 2,8 km. Peut-être qu'on peut l'entendre avec l'antenne? Ouais, essayons. On l'entend. Koordinaten. Le signal est à son maximum. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Le lynx est un animal fascinant, rien que par son apparence. Quand on croise le regard d'un lynx pour la première fois, on est comme envoûté. Mais ce sont des bêtes très discrètes qui vivent cachées et il est très rare de les apercevoir, aussi invisibles que les esprits de la forêt. Et il peut arriver qu'un lynx observe un promeneur sans que celui-ci le voie. Les scientifiques ont équipé des lynx et des chevreuils de colliers émetteurs. Ils espèrent ainsi en apprendre davantage sur les liens qui unissent les prédateurs à leur proie. Le nombre de lynx est étroitement lié à celui des chevreuils. Le lynx est un animal solitaire, surtout actif la nuit. Il y a 150 ans, décimé par l'homme, il avait disparu de la région. Mais depuis une trentaine d'années, quelques animaux élevés en captivité et remis dans la nature ont réussi à reconquérir leur ancien territoire. Mon plus grand souhait est de pouvoir sauvegarder et protéger cet écosystème, afin que les hommes et les lynx apprennent à cohabiter pacifiquement. L'émetteur a été retrouvé. Les chevreuils sont la principale source de nourriture des lynx. Marco Eurich pense que l'animal va revenir chercher sa proie. Pour savoir de quel lynx il s'agit, le scientifique installe un piège photographique. Il y a un lynx que nous aimons tout particulièrement, c'est Kika. Nous le suivons depuis qu'il est tout petit. La première fois que nous l'avons photographié, il était avec sa mère. Nous l'avons vu grandir grâce au piège photo. Et nous avons très envie de savoir comment il va. Kika est aujourd'hui un mâle adulte de 6 ans. Marco Eurich ne le connaît que d'après les photos. Il voudrait mieux déterminer son territoire de chasse, savoir où il vit exactement dans ces bois qui s'étendent jusqu'en République tchèque.
Quand je travaille, je ne pense à rien d'autre. Il n'y a que le verre qui existe. C'est un peu comme si je m'envolais. Dominique Grutsch est souffleur de verre, comme son père et son grand-père. Cette matière, c'est un peu comme un petit enfant qu'on tiendrait dans ses bras mais qui bougerait sans arrêt. Il faut essayer de garder le contrôle de la masse, mais elle peut partir de côté ou s'effondrer. Et dans ce cas, il faut savoir comment réagir. Est-ce que je dois souffler plus fort, moins fort? Il n'y a que comme ça qu'on arrive à maîtriser la matière. Le travail exige une concentration extrême, car le moindre mouvement modifie l'aspect du verre. Le verre est composé de 3 éléments, la silice, la soude et la chaux. Dominique Grutsch maîtrise parfaitement cette technique plusieurs fois centenaire. Le procédé consiste à souffler en continu de l'air au sein d'une masse qui est réchauffée dans un four à 1000 degrés afin de lui donner peu à peu sa forme. Kiki Smith, une artiste new-yorkaise, vient rencontrer le souffleur de verre. Elle a besoin de ses connaissances. Dans cette verrerie, les souffleurs fabriquent des plaques de verre de différentes structures et dans plus de 5000 nuances de couleurs. Il n'y a plus que 2 ateliers au monde qui proposent un tel choix. La réputation de la verrerie est telle qu'elle attire des artistes du monde entier. Si on dit que le verre est vivant, c'est parce que contrairement au verre industriel, il y a du mouvement en lui. Il n'est pas parfaitement poli et transparent. Il y a des inclusions, une structure donnée par le soufflage, et c'est ce qui fait le charme du verre artisanal. Et je pense que c'est pour cette raison que cette technique a traversé les temps. Pour son prochain projet, Kiki Smith recherche des plaques de verre toutes de la même épaisseur, très résistantes et dans une teinte très particulière. Le verre, on y voit tout ce qu'on veut. Ça dépend de son humeur. Il peut évoquer la joie ou la tristesse. Chacun peut y inscrire son histoire. C'est une sacrée randonnée qui nous attend. Kirsten, toi et moi, on va aller vers l'est, vers le Marktflecken. Donnez de vos nouvelles quand vous avez du réseau. Pareil quand vous aurez quitté la forêt, afin qu'on sache que vous êtes bien rentrés. Les scientifiques profitent de l'hiver pour essayer de localiser les animaux. Dans la neige, il est plus facile de repérer des traces. Marco Eurich a réalisé un rêve d'enfant. J'ai toujours désiré travailler dans un parc naturel. Et à la fin de mes études, je savais que c'était ici, dans la forêt bavaroise, que je voulais être. C'est un endroit unique en Europe centrale où on laisse la nature reprendre ses droits. Il n'y a aucune intervention humaine. C'est passionnant à observer. Nous laissons la forêt se développer et des prédateurs tels que le lynx y ont toute leur place. Environ 16 lynx vivent actuellement dans cette zone qui regroupe la forêt bavaroise et la forêt de Bohême.
Il faudrait une cinquantaine d'animaux pour assurer la pérennité de l'espèce dans la région. Bien sûr, le lynx ne représente pas un enjeu économique, mais si nous cherchons à le protéger, c'est aussi pour des raisons éthiques. Il a droit à sa place sur Terre au même titre que l'homme. Quelqu'un a dit un jour, très justement, que le monde pourrait tourner sans l'art, sans la Joconde de Léonard de Vinci, mais qu'il serait beaucoup plus pauvre. Avec le lynx, c'est pareil. Sans lui, le monde serait plus pauvre. Cela fait 8 heures que les scientifiques sillonnent la forêt. Et ils espèrent enfin dénicher un lynx. Il y a quelque chose là. Où ça? Ça pourrait en être un. Faut regarder de plus près. Ja, 50 cm. Et il y a une autre trace, 50 cm aussi. Et la largeur? C'est un costaud, probablement un mâle. Certaines personnes ont peur de se faire agresser par un lynx. Mais cela fait 30 ans qu'il y a des lynx dans la forêt bavaroise et on n'a recensé aucun cas d'homme menacé par un lynx. De retour au piège photographique, Marco Eurich va savoir lequel des lynx s'est retourné auprès de la proie. Peut-être Kika. Là, il y a quelque chose. Il a de grandes taches. La photo est bonne. À première vue, ce n'est pas Kika. Il n'a pas de collier. Mais il faudrait vérifier d'après la robe. Rast mein gutes Ross durch Nacht und Regen. Was scheust du dich vor Busch und Ast und strauchelst auf den wilden Wegen? On reprend ce passage. Mon rêve est que des gens du monde entier se retrouvent à Bleibach, qu'ils fassent la fête ensemble et aussi qu'ils découvrent la forêt bavaroise. Mais au départ, j'aimerais que ce soit un lieu qui les rassemble, notre salle de concert, une salle résolument contemporaine. Bleibach, une commune de 2000 habitants, est bien décidée à se forger un nom dans l'histoire de la musique. Ce que certaines métropoles n'arrivent pas à réaliser, Bleibach est en passe de le faire grâce à l'initiative du baryton Thomas Bauer. Cette salle de concert, c'est le projet le plus important de ma vie. Je suis persuadé que l'art et la culture, tels que moi je les conçois, ne doivent pas rester seulement un sujet de conversation. Il faut être dans l'action, avoir des projets concrets. Il faut absolument soigner l'acoustique des lieux, j'y tiens beaucoup, c'est primordial. Si l'acoustique est bonne, alors on n'aura rien à envier aux grandes salles de concert. Ça me fascine depuis que je suis tout petit. Je me demande comment les gens vivaient avant. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la vie des grands seigneurs, mais celle du petit peuple. Je voudrais savoir comment les gens vivaient en Bavière durant l'Antiquité. Comment ça se passait dans une citadelle au bord du Danube telle que Ratisbonne. Quel était le quotidien des gens? J'ai toujours eu envie d'en savoir plus, ça ne m'a jamais quitté. Sur les traces des Romains en Bavière. On va aller jusqu'à la Principia, le quartier général. On va voir comment c'est de ce côté. Le fort romain d'Abusina, non loin de Ratisbonne, est un lieu de recherche idéal pour Josef Löffel.
l'historien a une approche expérimentale de l'archéologie. Une méthode non conventionnelle, mais efficace, qui, à plusieurs reprises, lui a valu l'admiration de ses pairs. Joseph Löffel veut démontrer que l'archéologie et l'histoire ne sont pas des matières arides. Ses travaux actuels portent sur la vie des gladiateurs. Le grand public ne les connaît qu'à travers les péplums hollywoodiens. Mais Joseph Löffel veut découvrir qui ils étaient vraiment et comment ils vivaient. C'est bon pour toi, Jürgen? Oui, je suis prêt. Nous aussi. La caméra installée sur le multicoptère lui permet d'avoir une vision globale du site. Construit vers l'an 80 après Jésus-Christ par l'empereur Titus, le fort ne tardera pas à être transformé en arène. Tu peux passer au-dessus en tournant vers le fort? Oui. Des combats de gladiateurs avaient lieu aussi en Bavière. 600 soldats romains étaient stationnés ici. Qui peut imaginer qu'il y avait des Romains en Bavière, que des gladiateurs vivaient en Basse-Bavière et à Künzig? Il faut chercher, reconstituer le passé à partir du moindre petit détail. L'objectif est d'arriver à se faire une vue d'ensemble et de faire revivre un monde révolu. Je pense qu'il y a assez de place pour organiser un combat. Il faut juste faire attention à cette cuvette. Kiki Smith a choisi une nuance de rouge. Pour la coloration aussi, Dominique Greuch s'en tient à des recettes centenaires. La couleur est obtenue en ajoutant des mélanges d'oxydes métalliques. Cela va du fer à l'or en passant par le cuivre. Il peut ainsi créer une grande variété de couleurs et de nuances. La technique est la même qu'il s'agisse de verre blanc ou de verre coloré. Le souffleur de verre fabrique 70 cylindres par jour. On met un peu de son âme dans chacune de ces pièces. Et ça se voit, je pense, dans le mouvement, dans la chaleur qu'elle dégage. Quand on était enfant, on venait à la verrerie et on était fasciné par ce grand atelier. Et ces hommes forts qui balançaient les masses de verre et qui soufflaient. C'était impressionnant. Et puis ça brillait partout à cause du verre. Le soufflage du verre a une longue tradition dans l'est de la Bavière, où il est attesté depuis le XIIIe siècle. Mais aujourd'hui, les verreries ont presque toutes disparu. Je suis fier de ce que je fais. On n'est plus qu'une poignée dans le monde à maîtriser ce travail et j'en fais partie. J'aime ça, même si ce n'est pas facile de travailler jour après jour la matière et de réussir à en faire ce qu'on veut. À Munich, les ateliers Mayer sont spécialisés dans le travail du verre. Reconnus dans le monde entier, ils mettent des lieux à la disposition des artistes. Parmi eux, Kiki Smith. Voilà la salle d'exposition. Aux fenêtres, vous pouvez voir deux œuvres. L'une est de Kiki Smith et l'autre à côté de Georg Baselitz. Magnifique. Bonjour Kiki, ça fait plaisir de te revoir. Tu es contente? C'est super. C'est chouette de savoir que le verre que je fabrique à la sueur de mon front est entre de bonnes mains.
de voir que l'artiste se donne du mal et a réfléchi à ce qu'il allait faire avec la matière. Je n'avais jamais vu quelqu'un travailler le verre de cette manière. Et ce qu'elle va réaliser avec le verre coloré sera sans doute encore plus intéressant. Je dis ça parce que personnellement, je trouve que la couleur, c'est un plus pour le verre. On peut davantage jouer avec la lumière. Le verre est plus expressif quand il est coloré. Thomas Bauer et sa femme ont rendez-vous avec un spécialiste de l'acoustique pour la future salle de concert. J'investis beaucoup dans ce projet, y compris financièrement. C'est bien sûr un peu lourd pour moi, mais cela me donne aussi une certaine crédibilité. Les gens se disent que si je fais tout ça, si je prends des risques, si j'ose investir, c'est que ça doit en valoir la peine. Thomas Bauer veut que la future salle soit digne des œuvres anciennes, mais aussi des contemporaines qui y seront interprétées. C'est pour cela qu'il fait appel à un acousticien. Omnia sol temperat purus et subtilis, nova mundo reserat fatiem aprilis. Thomas Bauer a commencé à chanter dans la chorale des Regensburger Domspatzen, le chœur de garçons de la cathédrale de Ratisbonne. Il a ensuite étudié la musique à Munich. Pour moi, une salle de concert doit être comme le prolongement de son propre corps, comme un instrument dont il faut faire vibrer les cordes. Et cette salle de concert, c'est avec le chant qu'il faut parvenir à la faire vibrer. Des mannequins influencent l'acoustique du lieu comme le feraient les spectateurs. Dans cette pièce, on va mesurer la résonance, avec et sans public. Pourrais-tu envoyer le signal test? C'est un son long qui va du grave à l'aigu. Il couvre tout le spectre sonore des instruments et des voix. Si un écho se fait entendre, l'architecte devra intervenir sur les murs pour empêcher la réverbération. Ce qui est intéressant, c'est d'enlever la boulangerie et de tourner ce volume 2 fois à 90 degrés. Car du coup, on crée un nouvel environnement. Avant, les lieux étaient plutôt étroits. Mais là, tout à coup, on a devant la mairie un tout autre espace. Peter Heimerl donne corps à ses visions. La salle de concert devra intéresser les habitants de la région et attirer un public international. La salle ressemble à une boîte à chaussures en béton qui aurait légèrement basculé d'un côté et s'enfoncerait dans la pente. Le projet de Thomas Bauer n'a rien de conventionnel. Tout le monde doit à un moment pouvoir échapper à son quotidien et la musique offre de nombreuses occasions. Des moments d'euphorie, d'extase, d'excès, de lâcher prise. Pour cela, il faut un endroit adapté où l'on peut vivre ces expériences. C'est la raison pour laquelle je veux construire cette salle de concert à Bleibach. Das Einzige, was treffen kann, ist entweder deine Füße, aber das geht nicht. Versucht in der Regel hier oben drüber zu stechen auf den Rücken. Der will dich so erwischen, ja? Genau. Schlagen wir zu, schlagen wir nach vorn. Ja? Und in dem Moment haut Joseph Löffel et ses étudiants préparent ce moment depuis des mois.
Nous n'avons que l'équipement. Pour le reste, on ne sait pas si on combat comme eux à l'époque. Peut-être qu'ils tapaient avec le bouclier sur l'adversaire, qu'ils ne le tenaient pas comme nous. Peut-être que le trident aussi servait à frapper et qu'ils n'essayaient pas d'enfoncer les pointes dans l'adversaire. On n'en sait rien, on n'a pas le mode d'emploi. Formés au sport de combat, les gladiateurs étaient pour la plupart des esclaves. Et cependant, ils étaient tenus en haute estime. Pendant des siècles, les habitants de l'Empire romain, quelles que soient leurs conditions sociales, les ont adorés. Pour les femmes, ces hommes dans l'arène étaient des sex-symboles vivants. C'est comme ça qu'on imaginait un héros. Les femmes dans le public se disaient « un tel ressemble à Achille et celui-là me fait penser à Héraclès ». On a besoin de héros. À l'époque, c'était les gladiateurs. Et aujourd'hui, ce sont les stars de Hollywood. Les combats étaient-ils fair-play ou truqués? C'est précisément ce que veut découvrir l'historien. Ok les garçons, on y va. Les étudiants sont équipés d'une épée et d'un trident, une fourche à 3 dents, fabriqués d'après les documents d'époque. Il y a des éléments qu'on ignore quand on travaille sur des documents écrits. Par exemple, que le casque limite le champ de vision et ne laisse pas passer l'air. Le combattant avec une armure n'a que très peu de temps pour gagner. Il s'essouffle rapidement. Un gringalet, même peu armé, peut le faire bouger, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Grâce à la reconstitution, on réalise que ce genre de combat était plus équilibré qu'il n'y paraît. Les combats de gladiateurs étaient donc équitables. Mais Joseph Löffel veut en savoir plus. On sait que les combats étaient très sanglants. Ce sont les os qui nous le disent. On connaît les types de blessures, mais on n'est pas certain de mener les combats comme il faudrait. Est-ce qu'on fait les bons mouvements? Est-ce qu'on est sûr que ces gestes provoquent le genre de blessure dont les os portent la trace? Pour en savoir plus, l'historien a rendez-vous dans quelques jours avec un spécialiste des ossements humains datant de l'Antiquité. Les biologistes analysent les photos prises par les pièges photographiques et les comparent avec celles déjà archivées. La taille et la disposition des taches composant la robe varient d'un animal à l'autre. Les 2 rayures correspondent? Non, ce n'est pas Kika. Ce n'est pas Kika qui est revenu auprès de la proie, mais Rico, un autre mâle. En 8 ans, Marco Eurich et son équipe ont collecté des centaines de photos de lynx, ce qui leur a permis de mieux connaître la population de la région. Kika sillonne aussi bien la forêt bavaroise que celle de Bohême, en République tchèque. Un vaste territoire. Pour récupérer les données enregistrées par le collier émetteur, les scientifiques doivent se rapprocher de l'animal. Le signal est assez fort, mais il bouge. Il faut se dépêcher. C'est une course contre la montre, car l'émetteur peut tomber en panne à tout moment. C'est important pour nous. On est très investis dans ce projet. On suit ces animaux depuis longtemps. Et ce serait vraiment tragique qu'on n'arrive pas à récupérer les données. Rien. Dommage. Tout ce travail pour rien.
Marco Eurich n'a pas le choix. Il va devoir passer la frontière et aller voir ses collègues du parc national de Šumava en forêt de Bohême. Avec leur aide, il parviendra peut-être à localiser Kika. Josef Löffel évalue les résultats de son expérience grandeur nature avec Karl Grossschmidt. L'anthropologue de l'Université de Vienne a analysé des ossements humains provenant d'Éphèse. Et ce qu'il a trouvé est étonnant. Les gladiateurs n'étaient pas des paquets de muscles, mais des athlètes légèrement en surpoids. La couche de graisse augmentait leurs chances de survie lors des combats. J'ai ici un crâne de gladiateur. On y voit 3 trous. Nous l'avons reconstruit. Voilà la plaie où les vaisseaux sanguins ont été touchés. C'est par là que le sang s'est écoulé. Ça, c'est la plaie la plus profonde. Mais ça n'est pas forcément celle qui est mortelle, car aucun vaisseau sanguin n'a été touché à cet endroit. On va essayer avec le trident. On va voir si ça correspond aux blessures. Il faut réaliser que cet homme-là est mort dans l'arène. Il avait 20 ans et il a péri tué d'un coup de trident, comme ceux qu'on utilise lors de nos reconstitutions. Mais ici, ce n'est pas un jeu. C'est la vérité qu'on met au jour. Et ça fait froid dans le dos. Là, on a des faits concrets. C'est incroyable comme sensation. C'est tellement plus intéressant que de travailler seul à son bureau. C'est bien un coup de trident qui a tué le gladiateur. Pour Josef Löffel, cela confirme que la reconstitution qu'il a menée avec ses étudiants est pertinente et correspond à la réalité historique. Ces blessures mortelles montrent que le gladiateur ne portait pas de casque. Cela s'est donc passé après le combat. Il a perdu le combat et il a été exécuté. Telles les pièces d'un puzzle qui s'assemblent, chaque découverte permet à Josef Löffel de reconstituer la vie des hommes de cette époque. Ses recherches actuelles lui ont permis de lever le voile sur le mythe des gladiateurs. Mais ce n'est pas fini, car plus j'avance dans mes recherches, plus je me trouve face à des questions sans réponse. C'est une histoire sans fin. Kiki Smith est venu de New York pour le vernissage de son exposition. Moments of Clarity, moments de clarté. L'exposition a lieu dans une galerie de Munich. Née à Nuremberg, Kiki Smith est connue dans le monde entier pour ses sculptures et ses sérigraphies. Mais elle travaille aussi le verre de différentes manières. Pour l'exposition, elle a réalisé de grands vitraux. It's so fantastic. Ça me fait plaisir de voir ce qu'on peut créer avec le verre que j'ai fait de mes mains. Ce n'est pas juste une fenêtre qu'on va installer dans une façade, non. C'est une œuvre d'art qui est exposée et qui donne du plaisir aux gens. Que ce soit d'ailleurs l'artiste lui-même ou la personne qui vient au vernissage et qui se dit en voyant le travail « Waouh, c'est super !»
la collaboration entre l'artisan de Waldsassen et l'artiste new-yorkaise a permis l'émergence de ces œuvres magiques. L'abbaye bénédictine ouvre ses portes à l'occasion d'un concert. Au programme, la 9e symphonie de Beethoven. Même si Thomas Bauer se produit sur les scènes du monde entier, il a toujours un plaisir particulier à venir ici. Le baryton est accompagné par l'orchestre Bruckner de Linz. Le concert a lieu dans le cadre du festival Kulturwald qu'il a lancé il y a quelques années. En tant qu'organisateur, Thomas Bauer porte sur ses épaules la responsabilité de tout le festival. Concerts, performances et lectures. Ça n'est pas toujours facile de concilier l'aspect organisationnel et la perfection artistique. Heureusement que je suis fort comme les gens d'ici, fort comme un bœuf. On me dit toujours que je suis fou, qu'en tant que chanteur, je dois me concentrer. C'est vrai qu'il y a des chanteurs qui, avant un concert, ne parlent pas pendant 2 jours. Alors disons que je suis plutôt l'anti-chanteur. Mais quand à la fin, on se retrouve tous ensemble sur la scène sous les applaudissements, alors croyez-moi, il n'y a rien de plus beau. Thomas Bauer est issu d'un milieu modeste. Son talent n'a été découvert que par hasard. Et s'il est si attaché à son projet de salle de concert, c'est aussi parce qu'il veut partager son amour de la musique. Durant un concert, la musique modifie ma perception des choses. La notion de temps disparaît. Certaines personnes disent qu'elles ont l'impression d'entendre chanter les anges. C'est une bonne façon de décrire ce que la musique est capable de faire. Oh, Freude! Freude, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. C'est pour moi une grande joie et un privilège d'être arrivé là où je suis aujourd'hui. Et je veux redonner aux autres un peu de ce bonheur. Le parc national de Šumava, en République tchèque, constitue avec celui de la forêt de Bavière la plus grande zone naturelle forestière protégée d'Europe centrale. Pour le lynx, c'est une chance, car un adulte a besoin d'un territoire d'environ 150 km². Les biologistes allemands ont rendez-vous avec leur collègue tchèque. Il a de bonnes nouvelles concernant Kika. On a un signal. Peut-être qu'on pourra télécharger les données. Ok, on essaye. Les scientifiques travaillent en étroite collaboration. Des pièges photographiques ont été installés des 2 côtés de la frontière et les lynx équipés de colliers émetteurs. Les scientifiques veillent aussi à informer les populations environnantes car il arrive encore que des lynx soient abattus ou empoisonnés. Hier, on a capté le signal derrière cette colline. Le signal est fort. Il est probablement encore là.
Pour accéder aux données enregistrées par le collier émetteur, les hommes doivent s'approcher à moins de 100 mètres de l'animal. Le jour, les lynx se déplacent peu. Une aubaine pour les scientifiques. Le signal est fort. Il doit être tout près. Il doit être là devant. Mission accomplie. Ils vont enfin pouvoir télécharger les données enregistrées durant ces derniers mois, soit près de 2000 positions. Ainsi, les scientifiques vont connaître le territoire de Kika, pouvoir reconstituer ses déplacements et savoir où et quand il a trouvé une proie. Il est toujours caché. Tant mieux. C'est bon signe. Ça prend un bon moment. Mais on a beaucoup de données. Ça y est, c'est bon. On a tout. Super. Pour les scientifiques, ces renseignements sont précieux. Ils vont les aider à mieux comprendre et protéger les lynx. Même si certaines personnes demeurent méfiantes, Marco Eurich continuera de se battre. Il est persuadé que les hommes et les lynx peuvent cohabiter dans ces grandes forêts d'Europe centrale. Le lynx symbolise la nature en tant que système capable de se réguler tout seul. C'est un ambassadeur pour le parc national de la forêt de Bavière. Un animal qui pourrait être fédérateur. Il faudrait que les gens se disent « Ce sont nos lynx, ils vivent chez nous, dans cette merveilleuse région. » Ce serait super. Ils n'ont jamais été aussi près du lynx. Et même s'ils ne parviennent pas à le voir, la fascination pour cet animal légendaire demeure.